En France, les troubles du neurodéveloppement concernent un enfant sur 6, soit 15% de la population. Les troubles du neurodéveloppement regroupent le trouble du développement intellectuel, les troubles de la communication, le trouble du spectre de l'autisme, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, le trouble spécifique des apprentissages et les troubles moteurs. Face à ce constat, les plateformes de coordination et d'orientation, dites PCO, ont vu le jour afin d'améliorer l'accès au diagnostic de ces enfants et de favoriser les interventions précoces auprès d'eux. Ainsi, si le développement ou le comportement d'un enfant de moins de 7 ans alerte ses parents et ou un professionnel qui le reçoit en consultation, la PCO a pour mission d'intervenir pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge précoce composée de bilans, de suivi et de consultation si besoin. En cas d'écart inhabituel de développement chez un enfant de 0 à 6 ans, les médecins généralistes et les pédiatres ont la possibilité de réaliser une consultation très complexe afin de confirmer ou non le risque et engager un parcours de bilan et d'intervention précoce. Le formulaire national détecter les signes d'un développement inhabituel chez les enfants de moins de 7 ans, à disposition des médecins, regroupe les signes d'alerte par âge. Si le médecin constate un écart avéré de développement inhabituel chez un enfant, il peut ainsi l'orienter vers la PCO de son département grâce au formulaire national de repérage des TND, disponible en version papier ou numérique et mobilisable depuis Via Trajectoire. Les seuils d'orientation vers la plateforme sont de 2 signes dans au moins 2 des 4 domaines de développement pour les 0-3 ans et de 3 signes dans au moins 2 des 5 domaines de développement pour les 4-6 ans. Les PCO sont en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire national. Il existe maintenant une PCO pour chaque département normand, dont l'équipe a pour rôle d'orienter et de coordonner la mise en place de parcours en lien avec le médecin de l'enfant et sa famille. Le fonctionnement des PCO est financé par l'Agence régionale de santé et elles sont portées par des structures déjà existantes sur le territoire. En Normandie, il s'agit de l'association Gaston Mialary pour le Calvados, des PEP 50 en lien avec le centre hospitalier de l'Estran et Normandie Pédiatrie pour la Manche, du CPO pour l'Orne et du CHU de Rouen dans le cadre d'une fédération interhospitalière pour la Seine-Maritime et l'Eure. Selon les situations, un médecin peut adresser l'enfant qui présente un développement inhabituel directement à une structure spécialisée dite de deuxième ligne, ou bien vers la plateforme de coordination et d'orientation afin que celle-ci l'appuie dans l'orientation et l'organisation d'un premier parcours de bilan et d'intervention précoce si besoin. Un parcours PCO dure au moins 1 an et jusqu'à 2 ans à partir de la première consultation auprès d'un professionnel contribuant au diagnostic. Lorsqu'un enfant est orienté vers la PCO, un forfait d'intervention précoce permet une prise en charge financière de l'ensemble des consultations effectuées auprès de professionnels libéraux, qu'ils soient habituellement remboursés ou non par l'assurance maladie, comme les ergothérapeutes, les psychomotriciens ou les psychologues. C'est la PCO qui contractualise individuellement avec ces professionnels. Le service proposé par les PCO bénéficie à tous. Une meilleure prise en charge et une fluidification des parcours pour les patients et leurs familles, une montée en compétences, une évolution et un enrichissement des pratiques grâce à la coopération pour les professionnels du soin et de l'accompagnement, une organisation plus transversale limitant l'approche trop catégorielle des troubles pour les institutionnels. Durant le parcours de l'enfant, les parents sont accompagnés par l'équipe de la PCO dans les démarches administratives liées au parcours de leur enfant, telles que les premières prises de rendez-vous, et en matière de guidance parentale. Cet appui à la coordination entre les professionnels et la famille est le rôle d'un interlocuteur privilégié au sein de la PCO, le coordinateur, en charge d'organiser le parcours sur mesure de l'enfant. Maillon essentiel, il entretient des liens réguliers avec le médecin de PCO,
le médecin traitant de l'enfant et les professionnels de santé participant au parcours au sein d'établissements médico-sociaux, d'établissements sanitaires et ou en libéral. À l'issue de l'année de suivi par la plateforme, l'enfant bénéficiera d'un projet thérapeutique adapté à ses besoins, d'une orientation pour la réalisation de ses soins dans un établissement médico-social, un établissement sanitaire et ou auprès de libéraux. Si besoin, l'équipe de la PCO accompagne la famille dans ses démarches auprès de la MDPH ou de la MDA de son département avant la sortie de l'enfant du parcours. Un relais se met en place dans le suivi et l'appui de la famille au sein de l'établissement ou auprès d'une structure dédiée, en lien avec le médecin traitant et les professionnels libéraux impliqués si besoin. Pour aller plus loin, consultez l'ensemble des outils de repérage et d'information sur handicap.gouv.fr, parmi lesquels le site tndtest.com. Voilà pour cette petite vidéo introductive. Donc les PCO, on en parle, c'est la thématique du webinaire d'aujourd'hui. J'ai la chance d'être accompagnée d'ailleurs par une équipe de PCO et un médecin généraliste de terrain, entre guillemets. On a actuellement des PCO sur l'ensemble des départements de la région, avec globalement des PCO 06 pour tous les départements et l'ouverture des 7-12 dans la majorité des départements de notre région. Je vais maintenant me permettre de laisser la parole au docteur Humbert, qui est médecin généraliste, qu'on a invité sur ce temps de webinaire pour pouvoir faire le lien justement entre la pratique des médecins généralistes et les différents outils qui ont été créés au niveau national. Bonjour. Donc, voilà, je fais office de représentante pour les médecins généralistes. J'ai demandé un peu à mes collègues aussi ce qu'ils en pensaient pour pouvoir vous faire un retour. Donc, ce qu'il apparaît, c'est que le médecin généraliste a aujourd'hui un rôle central du fait du suivi pédiatrique important, puisqu'on a de moins en moins de pédiatres, de psychologues, et puis les accès au PMI sont pas toujours faciles. Donc, on a pas mal de retours des familles qui expriment des difficultés, et puis nous, on peut être amené aussi à vouloir faire des bilans. Donc, ces bilans, ils vont être évoqués donc lors de nos examens, effectivement. Et maintenant, on a quand même accès, et avec le nouveau carnet de santé, avec pas mal d'items qui nous font penser au développement et aux acquisitions au parage, et puis aussi aux grilles sur le livret de repérage national. Quand on a un doute, on va aller pousser sur ces livrets, on va aller chercher ces indicateurs. Donc ça, nous, on peut l'évoquer auprès des familles. On va pouvoir évoquer certaines atypies, certains troubles du neurodéveloppement, et puis aller les guider vers ces plateformes comme la PCO ou le CRA. Mais on a aussi pas mal de demandes de familles spontanées, parce que c'est vrai que sur notre temps de consultation qui est finalement assez court, on ne va pas forcément se rendre compte de toutes les atypies de l'enfant lors de notre examen. On peut être un peu démuni parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément, alors ce qui revient beaucoup, c'est on n'a pas forcément le réseau de spécialistes qui va nous aider, c'est-à-dire vers quel kiné ou vers quelle orthophonie s'orienter plutôt. Ça, c'est toujours un questionnement de se dire, voilà, quel réseau, est-ce qu'il y a des praticiens qui vont être plus à l'aise que d'autres pour suivre ces troubles du neurodéveloppement. Et puis, alors moi, dans mon parcours, donc j'ai pu rencontrer Dr Bellambert en formation, et c'est vrai que c'est important quand on est face à des problématiques avec des parents de se dire, bah, on va devoir se former aux troubles du neurodéveloppement, même si on n'y était pas de base. Et donc j'ai pu rencontrer Dr Bellambert en formation en DPC, mais aussi lors des échanges, notamment avec le CRA. Il y a des staffs très intéressants, chronophages certes, mais très, très intéressants et formateurs pour nous, pour pouvoir avancer et débloquer des situations de patients. Donc, ces dossiers, ce que je voulais évoquer aussi avec mes collègues, c'est qu'il y a quand même une consultation de repérage des TND qui peut être cotée avec la cotation CTE à 60 €. Bon, c'est une seule fois par patient, mais c'est toujours ça et il faut y penser quand on prend le temps de le faire. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est aussi que derrière, oui, ça nous prend du temps, mais on va pouvoir
on va pouvoir aussi bénéficier de ce temps, échanger avec les professionnels de santé des plateformes pour nous former aussi en même temps. Dans les questionnements qui revenaient aussi de mes collègues, c'était effectivement la question du dossier MDPH, parce que nous, on va du coup évoquer la plateforme, on va lancer le dossier. En général, on remplit le dossier, on les envoie par mail et on peut avoir plusieurs mois. Là, j'ai eu presque 5 mois de délai là pour un retour de dossier de PCO pour me dire qu'on allait commencer à s'intéresser à l'enfant. Donc entre-temps, il y a eu prise en charge d'orthophoniste, de kiné et la question c'est de se dire qu'est-ce qu'on lance comme dossier MDPH ou pas, à quel moment c'est utile ou pas de le faire pour les familles. Donc parce que moi la maman me l'avait évoqué notamment là à ce moment-là, j'avais un peu freiné, mais c'est toujours la question de se dire quand est-ce qu'on le fait. Le questionnement du médecin G qui va être donc coordinateur de toutes ces prises en charge, mais quand on ne sait pas exactement comment on va faire le suivi, même au-delà de l'année où, mettons, ils sont pris en charge par la PCO, qu'est-ce qu'on va faire derrière comme suivi après cette année-là? Et puis, quoi proposer aux parents? Alors, moi, j'avais eu connaissance des groupes Barclay, mais pour les soutenir psychologiquement aussi, donc c'est souvent une détresse des parents aussi beaucoup. Voilà. Donc, pour moi, c'était ça. Et puis, voilà. Donc, les limites de ces outils de repérage, ça va être essentiellement la partie chronophage pour nous, mais en conclusion, c'est toujours intéressant de le faire. Merci. Du coup, comment vous aviez eu connaissance initialement à des PCO lorsqu'elles ont été créées et des différents outils qui existaient? Comment ça arrive entre les décisions, on va dire, du haut et les cabinets généralistes? Les toutes premières fois, ça va être sur le. Alors c'est une maman qui me l'a évoqué, qui s'était renseignée sur un éventuel TDAH de son enfant, et donc je suis allée chercher sur les sites internet dédiés qui sont somme toute assez bien faits, avec notamment la plaquette sur la plateforme Oscar de la de la PCO du 44 là, où ils expliquent quand même pas mal les choses, et puis il y a tous les liens vers les livrets de repérage qu'on peut retrouver. Donc même encore maintenant en consultation, je retourne sur ces liens pour aller revoir en fonction de l'âge de l'enfant, 0,7 ans ou 7-12 ans, pour aller rechercher les documents à donner aux parents. Et puis oui, tout est passé en consultation, donc je transmets aussi les documents aux patients pour qu'ils puissent aller voir les enseignants éventuellement pour faire remplir certains volets du document. Super, merci. En tout cas, je suis d'accord sur la partie formation qui est aussi un gros levier pour la compréhension de ces outils, mais aussi les différents acteurs. Je vais du coup laisser la parole à la PCO Ouest, qui du coup va couvrir plutôt le pôle nazérien. Je laisse du coup mes collègues ouvrir leur micro. Bonjour. Donc, Justine Allard, coordinatrice de la PCO de Saint-Nazaire. Séverine Guillet, psychologue, coordinatrice à la PCO de Saint-Nazaire sur la partie 7-12 ans. Donc, la PCO de Saint-Nazaire a ouvert le 1er juillet 2020 avec une arrivée de l'équipe plutôt au mois d'octobre 2020. Et donc, cette PCO est coportée par l'APAGE 44 et le CH de Saint-Nazaire. Et en septembre 2024, on a ouvert une extension aux 7-12 ans. Donc on dit 7-12 ans, mais 7-11 ans, c'est 7-11 ans inclus. C'est ça. Effectivement, on attire votre vigilance sur la question de l'âge. Donc c'est 12 ans moins un jour au moment où on va étudier le dossier de l'enfant, c'est-à-dire en commission médicale, et c'est vraiment de la validation du parcours. Donc c'est vrai qu'entre le moment où le dossier est adressé, où il est complet et où on peut commencer à l'étudier en commission, il y a souvent un délai. Donc effectivement, c'est mieux si les enfants sont adressés plutôt vers 11 ans et demi. On est un peu plus sûr de pouvoir les accueillir et ne pas passer à côté de l'âge. On va pouvoir passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et bien. Ouais.
Donc, les PCO-TND sont constitués d'équipes pluriprofessionnelles. Pour la PCO de Saint-Nazaire, on a une équipe de médecins avec des profils différents, puisqu'on a un neuropédiatre, des pédopsychiatres et puis également des médecins généralistes qui sont formés au TND. On a donc un coordinateur de service, des psychologues coordinatrices, une assistante de service social et puis une équipe de secrétaires médicales et médico-sociales. Donc pour les objectifs des PCO-TND, les objectifs et missions, hein, ce sont les mêmes pour chaque PCO puisqu'on a un cadre national. Donc l'objectif principal, c'est de lever le doute dès que nous constatons un écart inhabituel dans la trajectoire développementale de l'enfant. Et donc pour cela, on va aller vers un diagnostic fonctionnel qui cible vraiment les besoins repérés de l'enfant et on va intervenir le plus précocement et intensivement possible. L'idée, c'est d'accélérer l'accès à des bilans et de favoriser, si besoin, la mise en place d'accompagnements à suivre. Donc tout ça pour réduire les risques de surhandicap sans avoir à attendre le diagnostic. Et donc tout ça, bien sûr, pour répondre aux problèmes d'errance diagnostique qui sont préjudiciables forcément à l'enfant et sa famille. Alors je vois qu'il y a une question. Vous entendez quoi par diagnostic fonctionnel? C'est vraiment repérer quels sont les besoins de l'enfant, ses points forts, ses points faibles et sur quoi on va aller pour l'aider. Donc, concernant les missions, donc on va être... Excusez-moi, je passe à diapo. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, concernant les missions, on va être sur aider les professionnels de première ligne au repérage des TND. Donc, les professionnels de première ligne, ça va être donc les médecins hein, qui connaissent l'enfant. On va avoir les professionnels de crèche, les écoles. On va avoir également une mission d'orientation des familles vers les professionnels libéraux et ou les professionnels de seconde ligne. Donc les professionnels libéraux, il faut savoir que dans le cadre du parcours PCO-TND, on a un forfait d'intervention précoce qui nous permet de financer les bilans et ou les accompagnements de psychologues, psychomotriciens et ergothérapeutes. Et pour les professionnels de seconde ligne, eh bien, sur un parcours PCO, on peut être amené à les solliciter également et à proposer des parcours mixtes, c'est-à-dire à la fois en libéral et en structure de niveau 2, donc CAMS, CMP, CMPP. On peut avoir des parcours mixtes aussi avec des hôpitaux de jour. On va également accompagner les familles dans le parcours de soins. Donc, sur la PCO de Saint-Nazaire, on a fait le choix d'avoir des psychologues coordinatrices pour un accompagnement et de la guidance parentale également. Et puis, on a aussi une assistante de service social qui peut accompagner la famille dans la constitution des dossiers MDPH et puis les renseigner aussi sur leurs droits. Donc, le forfait précoce, j'en ai parlé juste avant. Et puis sinon, une dernière mission autour de l'information et de la sensibilisation sur les TND, et on en reparlera à la fin. Du coup, la PCO s'adresse aux enfants de 0 à 12 ans. Donc, au niveau des critères d'inclusion, on est bien sur des enfants de 0 à 11 ans inclus, comme on l'a précisé sur la première vignette. Ce sont des enfants qui sont orientés impérativement par un médecin. On verra après sur le parcours qu'effectivement, c'est important que les adressages se fassent exclusivement par les médecins et tout ce qui est transmission d'informations passe par les médecins, d'informations médicales. Ça concerne des enfants qui habitent dans l'ouest du département de la Loire-Atlantique, parce que sur la Loire-Atlantique, il y a deux PCO. Il y a la PCO Oscar qui est plutôt sur la partie est et la PCO TND Ouest qui est plus sur la partie ouest. On peut peut-être faire juste un aller-retour sur la carte qui est juste après pour illustrer le secteur. Donc voilà, ça part à peu près au nord de la commune de Mouet, et puis on va redescendre sur Blain, et puis sud-Loire, on va être sur Saint-Hilaire-de-Châléon pour la dernière commune.
Alors, donc effectivement, ça s'adresse à des enfants qui présentent des signes évocateurs d'un trouble du neurodéveloppement, pour qui il y aura une nécessité d'accompagner vers des bilans diagnostiques et puis des interventions précoces. En termes de critères d'exclusion, on ne pourra pas admettre dans un parcours PCO un enfant qui aura déjà une notification vers un établissement ou vers des services sociaux et médico-sociaux type IME ou CESAD. Et on ne pourra pas admettre non plus un enfant dont le diagnostic catégoriel de TND aura déjà été posé. Néanmoins, il peut arriver qu'il y ait de nouveaux des éléments en faveur d'un autre TND qui apparaissent en grandissant et auquel cas on peut accueillir l'enfant pour travailler sur le TND surajouté. On peut par exemple avoir un enfant qui a déjà un diagnostic de dyslexie, dysorthographie, et puis autour de 8-9 ans, eh bien, le médecin qui l'accompagne va également se questionner sur un TDAH surajouté. Donc là, cet enfant, même s'il a déjà un premier diagnostic de TND, on pourra l'admettre sur la PCO pour investiguer euh, plutôt cette suspicion de second diagnostic. Ce qui est important en tout cas, c'est que effectivement, quand on accueille une famille à la PCO pour une première consultation, c'est important que la famille soit déjà en mesure d'entendre qu'il y a possiblement un TND, hein, parce que par expérience, il est arrivé que des familles soient très surprises des mots qui peuvent être posés autour de cette question-là. Ce qui est important aussi, c'est que la famille puisse être en mesure de coordonner les différents soins au libéral, hein, parce qu'effectivement, tout le parcours PCO, enfin l'essentiel sera autour d'accompagnement au libéral. Donc, il faut que les parents puissent être véhiculés, en capacité d'accompagner leur enfant. Et puis également de se déplacer aux différents accompagnements qui seront susceptibles d'être proposés. Donc, pour la tranche d'âge 0-6 ans, il y a un formulaire d'adressage donc, qui a été révisé en janvier 2024. Auparavant, il était plus centré sur les suspicions de TSA. Aujourd'hui, il inclut mieux les suspicions de troubles du langage et de TDAH notamment. Donc, ce livret de repérage, il est à compléter uniquement par le médecin. Donc, dedans, on retrouve des informations administratives sur lesquelles il est indispensable que nous ayons le tampon et la signature du médecin. Parfois, ça fait défaut et du coup, ça rallonge un petit peu les délais pour obtenir un dossier complet. Et puis, il y a le volet médical également qui reprend les facteurs de risque pour un TND et puis les signes d'alerte à l'âge actuel de l'enfant. Donc, dans le formulaire, on va retrouver euh, tous les âges entre 0 et 6 ans. Et donc, parfois, les médecins nous disent que c'est extrêmement chronophage. Donc, ça, on en est bien conscient. Mais il n'est pas nécessaire de compléter tous les âges, uniquement l'âge actuel de l'enfant, pour qu'on sache qu'on ait un état des lieux aujourd'hui des inquiétudes. Et puis, donc, ces éléments, ce formulaire de repérage, il doit être impérativement transmis directement par le médecin. Nous n'acceptons plus de formulaires transmis par la famille parce qu'on a pu se rendre compte, pardon, avec l'expérience que certaines familles se permettaient de corriger les données médicales complétées. Et donc, on souhaite vraiment protéger l'exactitude des informations que vous transmettez. Donc, on a pris la décision de ne plus accepter les dossiers transmis directement par les familles. Et puis donc ensuite, sur la tranche d'âge 0-6 ans, on a une commission médicale donc, qui regroupe un binôme de médecins avec des spécialités différentes, un psychologue coordinateur et une secrétaire. Et donc le psychologue coordinateur présente de manière synthétique la situation de l'enfant. Et puis, on va apporter une réponse. Et puis, si on ne peut pas admettre l'enfant, on va le réorienter de manière systématique. Et donc, pour les 0-6 ans, il y a une commission médicale toutes les 3 semaines. Alors, c'est le même principe pour les enfants de 7 à 12 ans. Ce qui change, c'est le livret de repérage qui est un peu plus conséquent puisqu'il comporte à la fois un formulaire d'adressage et un volet médical comme pour les 0-6 ans, avec les mêmes conditions d'adressage que pour les 0-6 ans, à savoir vraiment adressé directement par le médecin pour les mêmes raisons.
Ces deux formulaires sont accompagnés aussi d'un volet qui est rempli par la famille et un volet enseignant. Le volet famille, il permet à la famille de nommer ce qu'ils perçoivent des difficultés scolaires rencontrées par leur enfant. Ça permet aussi d'évaluer, enfin, pour les parents en tout cas, de nommer ce qui peut être compliqué pour eux dans l'autonomie dans la vie quotidienne, mais aussi tout ce qui va toucher aux aspects interactionnels, comment l'enfant, quelle relation il établit avec les autres enfants, avec les adultes, avec les règles sociales, etc. Et au niveau enseignant, pardon, il y a aussi tout un formulaire à remplir autour des apprentissages, que ce soit en langue écrite, en mathématiques, mais aussi tout un document sur les aspects transversaux, c'est-à-dire tout le comportement de l'enfant, sa posture d'élève, sa capacité à être en relation avec les autres. Alors effectivement, la psychologue coordinatrice va étudier l'ensemble de ces documents avant de pouvoir les présenter en commission médicale. Et sur le 7-12 à Saint-Nazaire, la commission se réunit tous les 15 jours. Donc jusqu'à début septembre, les seuls moyens d'adresser, c'était par voie postale et par mail. Donc là, depuis le 12 septembre, il y a également la possibilité de réaliser des adressages avec Via Trajectoire qui a ouvert un module TND. Les PCO de Loire-Atlantique ont été sollicités pour être PCO pilotes dans la mise en place de Via Trajectoire sur les Pays de la Loire. Donc, Via Trajectoire a été mis en place déjà dans un certain nombre de régions. Et donc là, l'idée, c'est sur la fin d'année civile de tester les adressages avec Via Trajectoire avant que ça se mette en place de manière systématique en début d'année 2026. Donc l'idée de Via Trajectoire, c'est de faciliter l'orientation des enfants puisque le médecin pourra compléter, commencera par compléter l'identité de l'enfant. Enfin, commence parce que ça a déjà débuté. On a reçu 4 premiers dossiers sur Saint-Nazaire. Donc le médecin complète l'identité de l'enfant et à partir de sa date de naissance, Via Trajectoire propose le bon formulaire de repérage. Et les éléments qui sont indispensables pour l'étude du dossier sont obligatoires à compléter pour pouvoir valider et envoyer le dossier. Donc, ce qui devrait permettre de gagner du temps aussi et de moins ressolliciter les médecins pour leur dire il nous manque ci, il nous manque ça. Là, ce sera c'est obligatoire pour pouvoir transmettre le dossier. Donc là, cette diapo-là reprend ce que je viens de synthétiser. Et puis sur la suivante, donc le grade e-santé vous a remis le lien pour se connecter sur Via Trajectoire. Et puis donc à droite, au niveau du lien, notre page régionale, il y a accès à un tuto vidéo et puis à un process écrit. Et puis en dessous, il y a le contact s'il y a la moindre difficulté pour réaliser un adressage PCO. Alors, cette petite vignette-là pour vous présenter le parcours d'un enfant à la PCO. Donc, effectivement, la première partie concerne le repérage et l'adressage par le médecin traitant, le médecin de PMI, le médecin de crèche, le médecin scolaire, enfin voilà, tout médecin, le pédiatre concerné par l'accompagnement de l'enfant qui, effectivement, face à une suspicion de trouble du neurodéveloppement, peut compléter le formulaire de repérage qui est juste avant et l'adresser à la PCO. Donc, comme on disait juste avant, le dossier est étudié par... Je me permets juste de t'arrêter parce que je vois une question à laquelle on peut peut-être répondre tout de suite. Il est demandé, puisque tu parlais d'adressage, si les parents et l'enseignant doivent remplir Via Trajectoire de leur côté aussi. Alors pour le moment, ça n'est pas possible sur l'outil Via Trajectoire, mais il est prévu qu'à partir de la fin d'année, là, je crois que c'est fin novembre ou fin décembre, ce soit accessible également aux familles et aux enseignants pour remplir les volets qui leur sont dédiés, effectivement. Donc, une fois que le dossier est complet, il est donc étudié par les psychologues coordinatrices qui en font un résumé, enfin qui relèvent les éléments les plus importants pour pouvoir les transmettre en commission médicale
pour valider l'entrée dans le parcours de l'enfant à la PCO, ou bien réorienter l'enfant vers une structure plus adéquate. Chaque enfant alors c'est spécifique à la PCO de Saint-Nazaire, pardon. Chaque enfant bénéficie d'une consultation médicale d'entrée à la PCO. Et suite à cette consultation médicale, la famille et l'enfant sont reçus par la coordinatrice, la psychologue coordinatrice, sur un délai de 3 semaines environ après, pour s'assurer que voilà que reparler ensemble de ce que c'est qu'un parcours et transmettre toutes les coordonnées des professionnels libéraux ou les conventionnés et les professionnels, enfin, et les structures de seconde ligne si besoin. 6 mois après cette consultation médicale, il y a une réunion de concertation avec tous les professionnels qui accompagnent l'enfant. Cette réunion, elle est sur 2 temps. Il y a un premier temps de 20 minutes avec tous les professionnels et puis ensuite un second temps de 20 minutes avec la famille. L'objectif, c'est de faire le point sur l'évolution de l'enfant sur ces 6 derniers mois, sur les bilans qui ont déjà pu avoir lieu, ceux qui n'ont pas pu encore, voilà, sur les différentes préconisations. Et cette réunion fait l'objet d'un compte rendu qui est adressé à la fois au médecin qui a adressé l'enfant, mais aussi à tous les professionnels qui font partie du parcours. Et à la famille, évidemment. Et le parcours donc se termine au bout d'un an. On refait de nouveau un point avec les professionnels et la famille. Et à l'issue de cette rencontre, soit on propose une orientation vers une structure, si besoin, soit on maintient les accompagnements en libéral, si besoin aussi. Et pour certains, si on n'a pas pu aller au bout de nos missions, on peut aussi prolonger le parcours, sachant qu'on est limité quand même à 2 ans de parcours pour un enfant. Voilà. La spécificité de la partie 7-12 ans, c'est qu'il y a eu à l'ouverture de la partie 7-12 ans, il y a eu une signature d'une convention de partenariat avec l'Éducation nationale qui a permis de définir un processus d'alerte de l'Éducation nationale, puisqu'effectivement les enseignants souvent repèrent des enfants susceptibles de présenter des troubles du neurodéveloppement. Donc il y a toute une procédure qui a été écrite afin qu'ils puissent à la fois mettre en place tous les adaptations nécessaires et puis ensuite interpeller au besoin, si vraiment les adaptations ne suffisent pas, interpeller au besoin la PCO via le directeur. Ça reste toujours un adressage médical. Ça reste toujours un adressage numérique. Et puis la PCO a aussi une fonction appui ressources auprès des professionnels de l'éducation nationale, susceptibles de les soutenir dans la mise en place des adaptations, de tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour accueillir au mieux ces enfants. Les orienter au mieux si besoin. Et les orienter. Et donc enfin une petite vignette sur les accompagnements parentaux. Donc à Saint-Nazaire, on propose des guidances parentales individuelles. Hein, donc la psychologue coordinatrice référente peut au besoin recevoir la famille. On propose en lien avec le CAMS CNPP également des groupes d'habileté parentale Barclay. Et puis des sensibilisations au TND. Donc là, au cours de l'année qui s'écoule, on a réalisé plusieurs sensibilisations au TDAH et puis là, on est en train de réaliser des sensibilisations au TSA pour les professionnels conventionnés avec la PCO en partenariat avec la CPTS Pays de Ré. Et puis donc on a un projet de travailler sur des plaquettes d'explication des TND pour pouvoir accompagner les annonces diagnostiques parce qu'on sait qu'on noie un petit peu les parents hein, d'entendre un diagnostic, même si on explique derrière, on sait que c'est un peu compliqué pour eux de tout entendre à ce moment-là. Et puis donc enfin, on a un projet de groupe de parole parce que c'est un besoin qui a été identifié et nommé très clairement par un certain nombre de parents qui aimeraient avoir des espaces pour échanger avec d'autres parents qui ont des réalités similaires aux leurs. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Merci pour cette belle présentation là de la PCO de Saint-Nazaire.
J'en profite du coup pour vous dire que le replay sera disponible et donc toutes ces informations dont on vient de vous parler seront du coup accessibles sur la chaîne YouTube du CRA Pays de la Loire. Je vais du coup, avec Pascal Pinault qui se présentera, enchaîner sur les outils. Alors à la fois en reprenant rapidement ce qui a pu être dit par nos collègues de la PCO, mais aussi vous faire un peu le point sur justement quels sont les nouveaux outils, quels sont aussi les outils que vous pouvez utiliser avec les familles ou des moyens d'entraînement aussi quand on est en cabinet, amené à se poser la question d'écart de développement chez l'enfant. Alors, comme me l'a fait remarquer mon directeur, je ne me suis pas présentée au début du webinaire. Je suis Julie Bellambert, je suis médecin psychiatre et coordinatrice régionale du CRA. Et donc, je propose à Pascal Pinault de peut-être d'ouvrir sa caméra pour que je puisse du coup repartager mon écran. Bonjour, donc je suis Pascal Pinault, je suis neuropédiatre et je participe aussi comme président de l'URML, c'est-à-dire de l'Union des médecins libéraux sur le plan régional. Alors, j'essaie juste un autre mode de partage pour voir si c'est plus facile. Si ça marche. Ok. Donc du coup, les outils de repérage là, dont on vous a parlé pour adresser à la PCO, en fait, découlent d'un plan national sur le repérage de l'autisme et des TND qui avait commencé en 2018. C'est dans ce texte-là qu'avait été décrit l'intérêt de mettre en place des plateformes de coordination et d'orientation avec du coup les plateformes 0-7 qui ont commencé à ouvrir en 2020, puis les 7-12 qui ont ouvert un peu plus tardivement avec une volonté nationale de poursuivre en tout cas la facilitation des parcours de repérage des enfants d'une façon générale. Et donc on retrouve en 2024 deux outils nationaux avec la réactualisation du livret de repérage dont vous a parlé la PCO, mais aussi le nouveau carnet de santé qui normalement commence à circuler depuis janvier 2025. Si on regarde les différents livrets, il faut imaginer que seul le 06 a changé, mais pas le 7-12. Dans ce livret de repérage qui vous a été présenté, les nouveautés par rapport à celui d'avant sont des nouvelles rubriques, notamment sur tout ce qui va être troubles neurovisuels, des questions plus précises pour certaines et nouvelles pour d'autres, par exemple sur tout ce qui va être recherche d'éléments en faveur d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, notamment pour faire suite aux recommandations de bonne pratique de fin 2024. On voit que les questions, en tout cas, se sont ajustées dans ce sens-là. Donc, il y a différents âges qui sont représentés. On a la partie trouble neurovisuel qui est vraiment spécifique. Et puis, ils ont remis le lien vers le MChat, qui est un outil d'observation directe couplé au repérage aussi des signes par le parent. Là où avant, finalement, le lien avec les outils n'existait pas. Vous pouvez toujours utiliser le test en ligne qui s'appelle TND Test. C'est une version numérique qui permet aussi d'être remplie. Alors c'est vrai que l'adressage par via trajectoire devrait pouvoir faciliter les choses. Mais rien que pour s'entraîner, en fait, ce test, enfin, cette interface Internet peut être utile pour l'ensemble des médecins généralistes se posant la question de qu'est-ce qu'on obtient une fois qu'on a rempli toutes les cases. Pascal, du coup, je te laisse la parole sur la partie carnet de santé. Merci. Donc le carnet de santé, c'est l'élément initial de suivi des enfants dans leur développement général et du neurodéveloppement en particulier. Ce qui a changé, si vous regardez les anciens et les nouveaux carnets de santé, il y a, comme, faut peut-être changer le plan, voilà, et il y a maintenant donc deux choses qui sont importantes. La première, c'est que avant, dans le carnet de santé, on avait saupoudré de façon assez astucieuse
les différents conseils par rapport au suivi de l'enfant et aux conseils qu'on pouvait donner aux parents sur l'ensemble du carnet. Et là, maintenant, il est résumé en une vingtaine de pages qui est juste après la naissance, où ça va des conseils de naissance jusqu'à l'adolescence. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que la structuration du carnet de santé a été alignée sur deux données. La première qui est les consultations recommandées, les 20 consultations recommandées de suivi des enfants, dont la sécurité sociale vous diront qu'ils sont gratuits. Non, ils ne sont pas gratuits. Ils sont effectivement pris en charge à 100%. Et les parents n'ont pas besoin de faire l'avance de remboursement. Et la deuxième chose, c'est que euh, ces examens-là, donc, pour certains, il y en a deux, enfin, il y a trois, celui de naissance, le 9 mois et le 24 mois, qui sont réputés pour être assez importants et qui restent importants. Et ils sont tous, c'est ce que j'allais vous dire, ils bénéficient d'un prix de consultation spécifique, voilà, en libéral. Donc, c'est effectivement cette ligne-là. Donc, il y a d'un côté l'aliment à cela, et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a l'aliment au PCO, enfin au livret d'adressage des PCO. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous regardez cela, donc l'ancien versus le nouveau, vous avez effectivement des choses qui se recoupent à peu près, mais pour ce qui est du nouveau, eh bien, on commence à dire que finalement, à 5 mois, ce qui est fait pour le développement de l'enfant, la partie d'observation, etc., c'est la partie, c'est exactement ce qui est dans le carnet d'adressage de PCO. La suivante, s'il te plaît, Julie. Ça va comme ça. C'est particulièrement vrai, bien sûr, jusqu'à 6 ans. On ne va pas continuer. Mais à chaque fois, quand je mets PCO, c'est parce que, effectivement, c'est le questionnaire et les différents éléments d'observation, quel que soit l'élément, qu'il soit moteur, qu'il soit langage, qu'il soit communication, qu'il soit comportement, c'est exactement cela. Donc, il y a l'aliment de ces deux. C'est ce qui fait que, soyez pas étonnés, pour certains examens, il y a 2 ou 3 âges où vous retrouvez la même grille. Quel intérêt? L'intérêt que ça peut avoir, c'est quand même qu'effectivement, quand vous voyez l'enfant et que vous avez déjà rempli votre première grille, on vous a dit, le docteur Haber vous a dit qu'effectivement, il y avait la possibilité, et vous le savez, je pense pour la plupart, une cotation spécifique d'une consultation complexe pour l'adressage au PCO. Le plus simple, c'est que je comprends que enfin, en pratique, pour l'avoir fait, c'est effectivement quand vous avez un examen d'un enfant de suivi, vous n'avez pas le temps de faire tout le travail, et bien effectivement, faites reprendre un rendez-vous spécifique pour ça, pour remplir, pour terminer de remplir la grille, pour regarder, et sachez, comme cela vous a été dit, qu'il y a, donc effectivement, ça et ça, c'est la même chose. Et si on regarde bien. Et en fait, je n'ai pas tout mis à gauche parce que ça prenait trop de place, hein, parce que c'était très serré dans le carnet de santé. Donc, j'étais à dire qu'effectivement, une fois que vous avez ça, vous pouvez faire votre consultation pour un massage. Et effectivement, sachez que chaque PCO peut avoir, c'est vrai en Maine-et-Loire, là je viens d'entendre pour la presqu'île, pour le Saint-Nazaire, que c'était vrai aussi, il y a un formulaire complémentaire propre à la PCO pour pouvoir faire un adressage complet. Et on va prendre les suivants. Donc voilà les éléments importants. Je ne sais plus si ça s'arrêtait ici. C'est effectivement que le carnet de santé reste le carnet de santé. Il va être de plus en plus d'ailleurs a priori numérisé et un jour on le remplira directement sur son ordinateur en faisant la consultation. Mais déjà, il y a une sorte de coordination des différentes structures qui interviennent auprès de l'enfant. Il faut bien être clair que par rapport à l'adressage au PCO, et en particulier à 0,6, alors effectivement 0,6 et 6,12, c'est quand même deux choses un peu, enfin 6,11, c'est différent. C'est bien sûr la même trajectoire, mais il y a quand même des questions qui ont rapport avec l'âge. D'ailleurs, on peut discuter sur la manière dont c'est présenté au sens où il y a des éléments transversaux qui sont à tout âge, et puis il y a des domaines où, par exemple,
un TND moteur, c'est plus souvent au cours des premières années qu'on va avoir des problèmes. Et puis ensuite, il y a effectivement les dyspraxies, mais déjà, ça se repère souvent, ça commence à se repérer au cours des 0,6, mais le langage aussi, mais pas le langage écrit, bien sûr. Donc tout ça, il y a quand même une question d'âge progressive des différents domaines et qu'il est important d'avoir en tête. Voilà les éléments qui vont être aidés pour le carnet de santé. Et effectivement, l'une des choses aussi qui est importante à réfléchir pour l'adressage au PCO et qui peut être aidé par cela, c'est que ben, il y a des spécialités qui sont la psychologie, la psychomotricité et l'ergothérapie qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Et il est important, par exemple, pour un enfant qui a des problèmes moteurs, la psychomotricité, c'est surtout utile très tôt chez l'enfant, et c'est pour ça qu'il faut aussi penser tôt pour cela. Voilà, donc le carnet de santé, ça fait partie des éléments qui permettent de surveiller, de mieux suivre l'enfant et qui maintenant est en coordination avec les différents éléments de l'adressage et du suivi recommandé. Merci, Gilles. En effet. Du coup, moi, je me suis permise en tant que pédopsychiatre de montrer aussi que des choses avaient évolué dans le carnet de santé, à la fois la structuration, là, tu le disais, Pascal, et puis surtout les informations et les conseils donnés. On voit notamment que pour les médecins généralistes et les pédiatres, à partir de l'adolescence, on a inclus de façon systématique des questions sur la santé mentale des adolescents, éléments qui ne figuraient pas dans les anciens carnets de santé. Donc ça permet aussi, alors c'est pas pour tout de suite, hein, parce que le carnet de santé vient de sortir, mais ça permet de se dire que globalement, on va balayer des domaines qui n'étaient pas toujours balayés par l'ancien carnet de santé, de même que les troubles neurovisuels, pour lesquels on n'a pas tous eu une formation égale dans nos parcours médical, prend un peu plus d'ampleur dans le carnet de santé parce que comme c'est un trouble où c'est pas les yeux qui ne voient pas, mais le cerveau, ça peut passer inaperçu et ça peut vraiment engendrer un handicap important dans la vie de tous les jours des enfants. Si on vous fait un petit résumé du coup des différences dans le carnet de santé, on va retrouver donc la structuration qui est différente, des liens directs avec les livrets de repérage spécifiques pour les PCO de 0 à 12 ans. On va retrouver aussi des conseils qui ont été actualisés. On va retrouver une vigilance aussi sur les facteurs de souffrance néonatale avec un APGAR qui du coup va être également mesuré à 10 minutes. Et puis des courbes Poitas qui ont été réactualisées, y compris sur les filles-garçons, puisque au départ c'était vraiment les mêmes chez les tout petits. Maintenant, chez les tout petits, on va aussi avoir des courbes différentes, qu'on soit une fille ou un garçon. Donc, comme le docteur Imbert le disait tout à l'heure, avec ces réactualisations d'outils, un texte de loi aussi est sorti pour valoriser les consultations médicales, notamment lorsqu'on pense repérer ou si on s'alerte sur des signes d'écart de développement chez l'enfant. Alors, elle vous a donné le nom du codage que je ne pourrais pas vous répéter, mais je suis sûre qu'elle pourra le mettre dans le chat. Donc ça permet vraiment de se dire que quand on est médecin traitant, on est quand même à un rôle central dans le parcours des personnes, des enfants, des familles. Et donc c'était important pour pouvoir le valoriser. Dans les autres outils dont vous pouvez du coup avoir connaissance, mais qui me paraissent assez utiles quand on est amené à rencontrer des enfants, c'est le site Agirto et notamment la campagne qui a été portée par l'ANECAMS, qui est l'association nationale des différents CAMS en France. Et donc en 2020, il y avait une première campagne Agirto avec des séquences vidéo qui a été du coup réactualisée et amplifiée en 2024, puisque du coup, on va retrouver pour les professionnels des vidéos à la fois explicative de pourquoi il faut s'alerter sur tel signe. Donc les familles du coup auront accès aux deux contenus. Et puis ces contenus vidéo plutôt grand public se sont complétés par des sessions de webinaires
proposés et en direct et en replay, avec un webinaire, une thématique, d'une façon générale, et on voit que ça balaye aussi des questions sur les écarts de développement de façon plus ciblée et plus précise. Donc c'est 1 heure, une question. Il y a par exemple une session qui se fait très prochainement ou même en parallèle sur la réaction au prénom. Et puis en fin d'année, on aura un nouveau webinaire qui sera organisé sur les difficultés dans la manipulation des objets. Il y a aussi toute une nouvelle gamme de questions qui devrait être prévue pour l'année prochaine. J'en profite pour me faire un petit peu de pub. Il se trouve que maîtriser le développement ordinaire de l'enfant, c'est pas forcément tâche aisée, surtout quand on est médecin avec une pratique généralement avec des enfants plus en difficulté que d'autres. Alors quand on est généraliste, on voit des enfants tout venant, donc c'est un petit peu moins le cas. Mais quand on voit des enfants particulièrement impactés dans leur développement, on peut avoir des biais dans nos connaissances. Et puis on peut aussi parfois confondre l'âge dit pathologique à partir duquel vraiment on a dépassé la fenêtre d'acquisition d'une compétence et ce qu'on attend généralement en moyenne dans le développement d'un enfant. Donc on a créé un jeu qui est gratuit et accessible en ligne pour ceux qui ne le connaissent pas, qui s'appelle Devline. Donc il est accessible en print and play. L'idée, c'est qu'on a regroupé tous les domaines de développement et notamment toutes les questions qu'on va retrouver dans les livrets de repérage des enfants de 0 à 7 ans. L'idée étant qu'on a pris les mêmes questions et au lieu de mettre un âge pathologique, on a mis l'âge moyen auquel la compétence apparaît, ce qui permet de s'entraîner seul ou en équipe, de se dire bah, telle compétence, bah, ça arrive plutôt à tel âge ou plutôt à tel âge. Donc n'hésitez pas à le télécharger sur notre site internet, puisqu'on a déjà un franc succès, mais c'est pas forcément connu de tous. Là, par exemple, c'est tous les nouveaux étudiants internes en psychiatrie qui passent toujours par une phase maintenant de Devline pour pouvoir favoriser un meilleur repérage des enfants d'une façon générale. On utilise d'ailleurs également ces connaissances-là chez les publics avec un trouble du développement intellectuel quand ils sont plus âgés, parce que ça permet de savoir quelle compétence correspond à quel niveau de développement, et ça peut être utile du coup même chez les plus grands. Donc voilà, c'est un jeu à succès, donc vous pouvez compléter le succès international de ce jeu. Alors après, la question est de se dire, bah oui, il y a beaucoup d'outils, hein. Pascal, tu le disais, sur le carnet de santé, il y a pas mal de choses qu'on peut interroger. L'idée, c'est comment les utiliser, savoir quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Sur le carnet de santé, peut-être, Pascal, tu peux compléter là sur tes différentes questions. Dans le cas de santé, je repasse s'il te plaît, la dernière slide. Là, sur le cas de santé, par exemple, la question c'était, à l'usage, est-ce que ça va être plus pratique pour les parents d'avoir un livret que d'avoir quelque chose de... Bon, ça, c'est pour la présentation. Mais en même temps, je vous ai dit, bon, est-ce que le fait de coller simplement euh, aux recommandations d'une part et puis au mode d'adressage d'autre part, va être très pratique. Bah, c'est vous qui va essayer de voir s'il y a quelques questions qu'on peut se poser sur effectivement l'intérêt de ça. Après, il y aura aussi l'évolution avec la numérisation. Donc, tout est perfectible, tout change, puisque déjà, il y a déjà une deuxième version de l'adressage pour le 0-6 ans. Or, les PCO, c'est pas si vieux que ça. Donc, ça va beaucoup plus vite qu'à une certaine époque. Et en effet, il y a aussi toutes les réactualisations de recommandations de bonnes pratiques qui viennent modifier l'utilisation de ces outils. Je pense à celle du TDAH en 2024, et puis là, il y a actuellement celle du TSA qui est en train d'être réévaluée également, que ce soit sur la partie diagnostic, mais surtout sur la partie accompagnement. Donc beaucoup d'outils, hein. Je ne vous ai pas parlé du site des 1000 premiers jours, je ne vous ai pas parlé de tout un tas d'autres outils comme les fiches qu'on peut retrouver sur le site Clépsy, par exemple, qui sont très bien faites aussi quand on cherche à donner de l'information aux familles. Donc c'est comment aussi s'y retrouver dans tous ces supports, hein, et d'informations pour les familles et d'informations pour les professionnels de santé.
sachant qu'on va aussi avoir des évolutions des parcours diagnostiques et des parcours d'une façon générale pour les enfants, avec le texte de loi qui est sorti en 2024 sur justement le parcours de repérage à tout âge et notamment un parcours spécifique pour les TND. L'idée, c'est qu'il nous reste encore 5 minutes. J'ai pas trop le temps de regarder le chat parce que j'ai eu des problèmes un peu techniques. Euh, Dans les choses que j'ai oubliées sur Quelle Santé, c'est qu'effectivement, et qui est une interrogation, c'est qu'il y a moins de place pour des examens tout venant. Je veux dire, le nombre de pages blanches, entre guillemets, a beaucoup diminué. Vous verrez. Est-ce que ça vous, voilà, est-ce que ça vous sera finalement utile ou pas? Je ne sais pas. alors, je regarde un petit peu en parallèle le chat. Tous les outils là dont on a parlé, les références sont inscrites dans le PowerPoint, mais on pourra faire en sorte que dans les commentaires là du webinaire puissent aussi se retrouver les liens. Globalement, tous les livrets sont accessibles hein, sur le site du gouvernement. Donc, il y a via la plateforme Oscar, mais quand on est dans d'autres départements, par exemple, le livret, il est national et non pas départemental. Donc, si on va sur le site du gouvernement, dans le champ du handicap, on va retrouver les liens des livrets actualisés. Il y a aussi le livret qui existe qui explique la tarification pour les médecins qui se retrouvent au même endroit. C'est plutôt pratique. Le site Agirto, du coup, est accessible exactement comme son nom l'indique au niveau Internet. Le site euh, du CRA a également plein d'informations, hein, que ce soit sur l'actualité, mais on a aussi des portails documentaires avec des padlets où vous allez retrouver justement toutes ces informations-là selon les besoins. Et puis, je rappelle hein, que au niveau CRA, nous avons une mission d'information euh, qui nous permet justement de répondre à ces questions. Alors, la porte d'entrée est plutôt celle des troubles du spectre de l'autisme, mais on réoriente vers nos collègues quand il y a besoin. Est-ce qu'il y avait des personnes qui voulaient spécifiquement poser des questions qui n'auraient pas été posées dans le chat? On regarde si je vois des réactions, des mains levées dans le public. On peut donner quelques éléments parce que je vois par rapport à euh, sur le comportement, s'il faut écouter une histoire, est-ce qu'il est capable de dessiner, etc. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire remplir le questionnaire par les enseignants? Ça fait partie de la consultation de suivi d'enfants, de pouvoir discuter avec les parents de ces situations. Parce qu'en fait, bien sûr que la vie de l'enseignant, enfin, ce que voit l'enseignant est très important. Mais il est important aussi que vous ayez le témoignage des parents, eux, comment ils voient les choses. Or, les parents, quelque part, je dirais, ont toujours raison. Au sens où s'ils se posent une question, certes, elle peut être posée maladroitement, ils peuvent de temps en temps vous donner une explication, et ça, c'est pas bien. Ce qui est important, c'est les faits. Mais quand un parent dit j'ai vu telle chose, il a vu telle chose. Et effectivement, il faut jamais balayer le truc. Alors, on peut effectivement faire une consultation plus tard pour essayer de revoir la chose, mais les parents, quelque part, ont toujours raison, et les parents, ils vivent avec. Vous le voyez en consultation, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, même trois quarts d'heure, pour les TND, c'est pratiquement pas suffisant. Donc, c'est même pas suffisant. Donc, effectivement, c'est important de partir et de revoir l'enfant parce que l'enfant, il évolue. C'est pas une chose, c'est une chose qui est essentielle. Quand vous ne savez pas, vous devez revoir l'enfant. Alors, si c'est vous qui êtes le médecin traitant et que vous le suivez régulièrement, vous allez pouvoir. Mais il faut facilement relancer et ne pas oublier ce qui a été posé comme question pour le revoir plus tard. C'est vrai qu'en tout cas, l'inquiétude des parents, c'est un signe principal et c'est pas parce qu'on ne le voit pas dans notre cabinet ou en consultation que ça veut dire que les parents ont tort. Et je pense que c'est d'autant plus vrai dans des troubles, notamment dans les troubles du spectre de l'autisme, où on n'a pas de généralisation des comportements selon les lieux. Donc c'est important de le rappeler en tout cas. Et j'ai Est-ce remis qu'on dans le chat le lien pour tous les guides au niveau gouvernemental. Dans le chat. est-ce qu'on a intérêt en consultation enfin, en attendant la prise en charge de la PCO par exemple, de faire
des questionnaires type MChat. Enfin, c'est des outils je pense qu'on n'utilise pas énormément en consultation. Est-ce que ça peut être quand même intéressant d'avancer? Et est-ce que pour le TDAH, par exemple, parce qu'il y a MChat, c'est plus pour l'autisme, mais est-ce que vous avez Oui. Bah, il y a l'association des pédiatres qui conseille plutôt excusez-moi, je suis fatiguée, le SNAP 4 chez l'enfant, qui du coup est un test gratuit et accessible en ligne. Hmm. Là encore, hein, c'est-à-dire que pour compléter les différentes questions que vous allez avoir, n'hésitez pas à vous rapprocher des centres ressources. De C'est pas la façon même chose, générale, parce on a que, Julie, tous ces excuse-moi, documents. mais le Snapchat, il est fait, à ma connaissance, par rapport au TDAH, et il c'est plutôt plus tard, parce que le chat, c'est pour l'autisme, et le chat, c'est autour de 2 ans, donc Oui, c'est chez les petits, Oui, le chat, oui, tout c'est à très fait. c'était des différent. exemples. C'est Oui, très, très oui, différent, c'était c'est des pour avoir exemples, des ça, mais exemples. c'est pas du tout la même chose. Faut pas se dire, je peux Non, remplacer, non. voilà. De même que le RTL4, c'est pour les troubles du langage. Tout à fait. Il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés et n'hésitez pas à nous poser les questions en contactant du coup là, le CRA sur sa mission d'information si on n'a pas répondu à l'ensemble de vos questions. Voilà. Merci en tout C'est un cas à médecin tous de généraliste votre et attention pédiatre et va à se commencer leur Pascal de consultation à 14 vérifier heures. l'heure aussi. Merci beaucoup Merci à pour tous et tout. toutes de Au votre revoir tout le présence. monde. Merci à la PCO de Saint-Nazaire de sa présentation et au docteur Imbert de son témoignage. Merci, Merci. bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.